Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez bien? Ouais. Nous sommes Olivier Brogy. Vous m'entendez pas? Si, c'est bon. Nous sommes Olivier Brogy et Pierre Mury. Nous sommes tous les deux responsables efficacité énergétique au sein de CEGIBAT. Donc c'est l'expertise efficacité énergétique et réglementaire gaz de GRDF. On va parler instrumentation pendant une demi-heure. Après, on va essayer de faire un petit peu moins pour avoir des questions à la fin. Il faudrait la zapette. Principe de l'instrumentation, on est sur des instrumentations de systèmes hybrides, donc une association de packs et de chaudières gaz. Donc ça peut être des packs aérothermiques comme géothermiques. On a un panel d'instrumentation en France, comme vous voyez sur la carte, à peu près d'une vingtaine de chaufferies. Le but d'instrumenter, c'est de regarder la vraie performance des systèmes hybrides sur les installations et sur les bâtiments qui sont plus ou moins différents selon les régions. Donc pour retrouver sur la carte de France les typologies de bâtiments qu'on a. On a du bureau, de l'enseignement, du résidentiel, de la santé, que ce soit dans le neuf ou dans la rénovation. Vous voyez avec les différents pictogrammes. Et vous avez différents fabricants qui nous accompagnent sur ces projets-là, qui sont un rôle très important pour nous sur les instrumentations. Le principe d'une instrumentation avant de rentrer dans le dur et les enseignements qu'on a eus sur ces projets-là, c'est 4 étapes qui sont majeures selon nous. Donc vous les voyez à l'écran. D'abord, c'est un groupement d'acteurs très motivés, notamment le maître d'ouvrage. Il faut que lui soit convaincu qu'il doit optimiser son installation et avoir des meilleures performances sur son installation hybride. Il est souvent accompagné de son installateur et son exploitant. On a ensuite un bureau d'études et un centre technique qui peuvent accompagner le projet. Donc ça, c'est très précieux pour nous également. Ils vont faire à la fois l'étape de dimensionnement, de mise en place du schéma hydraulique, de plan de comptage également, et récolter la data et l'analyser. Là, on peut voir que dans la data, enfin on le verra tout à l'heure, dans la data, que s'il y a des choses qui marchent moins bien, elle nous permet de regarder certains éléments comme les débits, les températures, etc. pour optimiser l'installation. Il y a GRDF, donc nous, les ingénieurs efficacité énergétique, donc il y a au moins un ingénieur par projet qui suit son projet de A à Z, du dimensionnement jusqu'à la récolte de data et la mise en communication du projet. Et enfin, le fabricant qui est facultatif, mais qui pour nous très important, qui apporte quand même une plus-value au projet. Donc on préfère qu'il soit présent sur les projets. La deuxième étape, c'est le dimensionnement, les schémas. Donc là, très important, le pourcentage de puissance pack qu'on va mettre sur le projet, c'est une étape essentielle. Si on est trop dimensionné, on va voir qu'on aura des taux de couverture trop importants. Et donc on peut avoir aussi des mauvais fonctionnements sur le projet hybride. Le deuxième point, c'est les schémas, donc les schémas hydrauliques et le plan de comptage. Donc bien établir les schémas hydrauliques et les plans de comptage, donc mise en place des capteurs, compteurs, automates pour récupérer la data. La troisième étape, c'est la récolte de data. Donc on a mis tout en place sur notre projet pour récolter cette data et on va venir via nos compteurs, capteurs, automates, récolter de la température, des débits au primaire, au secondaire, pour les packs, pour les chaudières. Donc on peut tout analyser. On est sur un pas de temps souvent de 10 minutes sur nos projets et sur 1 à 2 saisons de chauffe. Et enfin, l'exploitation de la data, où là, on vient mettre tout en valeur. Donc, on vient exploiter toute cette data. Donc, ça fait beaucoup de lignes. Pas de temps de 10 minutes sur 2 saisons de chauffe. Vous voyez le nombre de lignes que ça peut faire. Et on vient l'exploiter sur des différents graphes, soit qui nous servent au quotidien pour regarder si l'installation marche bien. Pour l'étape d'après, c'est l'optimiser. Et enfin, à la fin de l'instrumentation, c'est pour communiquer sur les résultats. Maintenant, on va partager les 3 enseignements majeurs qu'on a eus sur les instrumentations, sur lesquels on a au moins une saison de chauffe. Donc je vais commencer par parler du taux de couverture. Quel taux de couverture pour quel dimensionnement? Et ensuite, je laisserai la parole à Olivier, qui parlera de modulation de puissance et influence de la température extérieure et température départ primaire des packs. Et enfin, Olivier finira par l'hybridation totale ou partielle. Sur le taux de couverture, ici vous avez, je ne sais pas si tout le monde voit bien, n'hésitez pas à vous rapprocher si vous ne voyez pas. On a un graphique, donc en abscisse, je vais décaler Olivier. En abscisse, vous avez la date. En ordonnée, vous avez les parts chaudières et parts pack. Donc vous pouvez voir la part pack qui est en bleu ciel, donc qui est la partie un peu plus haute. Donc on est sur une base 100 ici. Et la part chaudière qui est en vert clair, en fonction de la température, enfin,
pas fonction, mais on a la température extérieure qui s'ajoute sur ce graphe-là. Donc vous voyez ici, grosse part bleue finalement sur notre instrumentation ici. Et on peut regarder ici, on a 20% de puissance pack à 0,50. Donc 0,50, 0 température extérieure, 50 température départ primaire pack. Par rapport aux déperditions, ce qui nous donne un taux de couverture de 75% de pack sur ce projet-là. Donc là, on est sur une école qui est à Toulon, sur lequel le Caustic a participé, qui est dans la salle, où en fait on voit bien les 75%, ça va être toute la couverture bleue à l'écran que vous voyez sur ce graphique-là. Donc là, on voit que c'est quand même très intéressant pour une faible puissance installée, 20% de la puissance par rapport au DPR, 75% de taux de couverture moyen sur les 2 saisons de chauffe. Et tout ça, en fait, on le met en graphique via un outil qui s'appelle Power BI, où on vient récolter toutes ces lignes qu'on a, nous, dans la data, pour le mettre dans Power BI et sortir des graphes comme ça qui nous permettent de regarder au quotidien comment performent les installations et aussi pour les optimiser quand ça marche moins bien. On a fait le même exercice sur des projets qui ont au moins une saison de chauffe. Donc là, on en a 6. Nous, j'en ai dit qu'on a une vingtaine dans le pipe à l'échelle France, mais il y en a qui sont en cours, on n'a pas une saison de chauffe complète. Ici, on présente ceux qui ont une saison de chauffe complète à minima. Et donc là, vous voyez, donc on reprend le graphe. On est en abscisse en puissance pack 0,50 par rapport aux déperditions. En ordonnée, on a le taux de couverture de la PAC en orange. Et donc là, on a 6 projets, donc que ce soit du logement, de l'école, en région H2 ou H3. Et donc là, on voit une plage qui nous intéresse, c'est cette plage en rose. Je ne sais pas si elle est visible à l'écran là. C'est un peu plus rosé ici. C'est notre plage de dimensionnement idéale pour nous, où on a entre 15 et 25% à peu près de la puissance PAC par rapport aux déperditions. On a un autre projet qui est en hybride, qui est au-delà. On n'a pas le temps de l'aborder aujourd'hui, mais on verra pourquoi il est un peu surdimensionné. Enfin, on ne peut pas l'aborder aujourd'hui, mais on l'a présenté pourquoi il était surdimensionné. On est à peu près à 30, en dessous d'à peu près 40% de puissance PAC. Et on verra par la suite pourquoi c'est surdimensionné. Donc pour nous, plage de dimensionnement idéal, case à 25% par rapport aux déperditions. Ici, sur tous nos projets, on a une moyenne de puissance PAC par rapport au DPR qui est de 25% à 0,50. Et ce qui nous donne un taux de couverture moyen de 73% sur l'ensemble des 6 projets. Ensuite, on a voulu faire un focus sur la partie économique. Et on s'est mis à la place du maître d'ouvrage sur le projet. Et on s'est demandé pourquoi, en fait, à la place du maître d'ouvrage, pourquoi bien dimensionner son installation hybride. Et on s'est dit qu'un maître d'ouvrage préfère des kilowatts utiles que des euros en trop investis. Donc là, on a repris une monotone qui correspond à nos besoins qu'on vient de voir. 25% de puissance PAC, donc là, on est sur une base 100 sur la monotone, on voit 100 kW ici. On a nos 25% qui correspondent à 25 kW finalement. Ce qui fait un taux de couverture 73% sur notre monotone. Et bien on s'est amusé à rajouter des packs en plus. Donc là, si on rajoutait une PAC en plus, on passait de 25 kW à 50 kW, on aurait eu un taux de couverture de 90%. Si on a rajouté une troisième encore, 90%. Et si on était en 100% pack, donc 4 packs, on serait à 100% de taux de couverture. Et on a regardé la rentabilité et l'efficacité du kilowatt de thermodynamique installé. Et donc, en fait, c'est juste une division à faire. C'est la puissance divisée par le pourcentage de taux de couverture. Et on voit bien que sur la base en fait, de notre monotone, mais il est quand même beaucoup plus intéressant d'installer du thermodynamique. Et c'est ce fameux ratio qu'on voit ici, 0,34 kW par pourcentage de taux de couverture. Et plus on monte, plus il va nous falloir de kilowatts de thermodynamique pour couvrir des taux de couverture de notre monotone. Et ça, si on se remet à la place du maître d'ouvrage, lui, ce qui l'intéresse souvent, c'est l'argent, l'investissement. Donc on est reparti de notre observatoire des coûts qui est disponible sur le site de CGBAT, où là, on a un prix générateur moyen, PAC, qui est environ de 480 € hors taxe par kilowatt, et chaudière de 88 € hors taxe par kilowatt. Là, on est sur le coût générateur. Et si on l'applique à ces ratios-là, on se rend compte que la solution hybride là, qui est en base, qui est celle-ci, qui est à 25%, elle va coûter 3 fois moins cher pour couvrir le pourcentage taux de couverture que une solution 100% PAC. Pourquoi ? Si on le devine, c'est qu'on utilise nos kilowatts de thermodynamique plus onéreux ici, sur la base socle de la monotone, pour avoir une meilleure efficacité, une meilleure rentabilité du kilowatt installé. Et je passe la puce. Merci.
Donc deux autres instrumentations qu'on va regarder, c'est pour regarder ce coup-ci la modulation de puissance en fait sur les machines, comment est-ce qu'elles arrivent à moduler, et aussi l'influence de la température extérieure et de la température de génération sur les performances de la pompe à chaleur. On va pour ça se baser sur deux instrumentations. La première, c'est une école à Nantes ou une opération de 49 logements qui est dans le sud de la France, c'est à Traits. Ce qu'on a remarqué, ça c'est sur l'opération de Traits, c'est sur l'opération de Traits, on a deux packs installés, deux packs R290 de 12 et de 15 kW et une chaudière de 170 kg. Donc ça rejoint à peu près les pourcentages de puissance que tu as donné tout à l'heure. Et on a regardé ce que ça donnait sur une journée. Bien évidemment, on a regardé ça sur différentes journées, mais ça c'est une synthèse sur une journée du 21 mai. Donc en tout début de journée, donc entre minuit et 5 heures du matin, on n'a qu'une seule pack qui fonctionne, et c'est une pack de 15 kg qui assure le besoin. On n'a besoin que de ça à ce moment-là, donc c'est la pack qui couvre le besoin. Et on se rend compte en fait que cette pack de 15 kW, elle a du mal à descendre en dessous de 8 ou 10 kW. Elle a du mal. Elle ne descend pas en dessous de 8 à 10 kW. Elle module, mais en fait elle module relativement peu, parce qu'on n'arrive pas à descendre beaucoup plus bas que ces 8-10 kW sur ce moment donné de la journée. En fin de journée, plutôt après 20h, ce coup-ci, on avait les deux packs en fonctionnement. Donc on avait 15 plus 12, ça fait 27 kW qui étaient installés. Et là, on se rend compte de la même chose, c'est que la puissance varie, mais la puissance, en fait, elle a du mal à descendre en dessous de 18. Et donc, ce qu'on se rend compte, en fait, sur ces machines, c'est qu'on a des seuils de modulation, en fait, qui sont relativement hauts. Donc un seuil de modulation qui va plutôt de 50-60% à 100%, alors et qui n'arrive pas à descendre plus bas. On vous parle souvent de pourcentage de variation de puissance de la vitesse du compresseur, qui lui, elle varie entre 20 et 100%. Par contre, en termes de puissance machine, on est plutôt sur un ratio entre 50 à 100%. Et ça, c'est un point important, en fait, pour tout ce qui est performance de la machine. Vaut mieux aller installer des packs qui modulent beaucoup que des packs qui modulent moins bien. Un autre facteur qu'on a pu voir, ce coup-ci je vais vous amener vers Nantes, c'est on savait tous que les performances d'une pompe à chaleur évoluaient en fonction de la température extérieure. Donc plus il fait froid dehors, moins les performances sont bonnes. C'est le premier graphique qui est ici à gauche. On a aussi souvent, quand on regarde les docks constructeurs, la notion de température de génération. Plus une PAC produit haut en température, moins elle est performante. Et vous avez ici les courbes que cela représente. Quand on regarde ces deux courbes, on se rend compte que, grosso modo, elles ont la même tête. On a la même pente, en fait, représentée par ces droites-là, suivant si on regarde l'influence de la température extérieure et la température de génération. Par contre, ce qu'on se rend compte avec l'opération, par exemple, de Nantes, c'est que l'influence de la température de génération est beaucoup plus forte. Vous avez ce côté gauche, l'influence de la température extérieure. Donc la température extérieure, on voit qu'on a une pente qui descend, mais qui est relativement faible. Par contre, sur le graphique de droite, c'est l'influence de la température de génération. Et là, on se rend compte que la pente est beaucoup plus forte. Donc mieux vaut travailler à basse température avec une pompe à chaleur, on s'en doutait, qu'à haute température. Mais l'incidence de la température de génération est beaucoup plus forte que l'incidence de la température extérieure. Ça, je vous ai illustré le cas avec Nantes. Bien évidemment, on vérifie ça sur toutes les instruments qu'on suit. Et on regarde ce facteur-là, justement, sur toutes les instruments qu'on suit. Là, c'est un exemple donné, celui de Nantes. Une autre façon de le montrer, ce coup-ci, je vous ramène dans le sud de la France. On est à Traits. Ça, c'est la toute couverture en fait, de la PAC sur une saison de chauffe. Ce coup-ci, la PAC, elle est représentée par les barres bleues. Et donc, elle est en bas du graphique. Tout à l'heure, elle était en haut du graphique. C'était le bleu clair, mais c'était en haut du graphique sur le graphique de Pierre. Là, elle est en bas. Et on a regardé deux périodes qui sont les périodes d'été, où on a pu jouer en fait avec les instrumentations. Ce qu'on peut se permettre de faire, c'est on instrumente, mais on joue avec les installations. Et ce qu'on a fait sur la période d'été, c'est qu'on a fait varier la température de consigne de l'eau chaude sanitaire. On est en été, il n'y a pas de chauffage, on est dans le sud de la France en plus, donc en été, il n'y a vraiment pas de chauffage. Et ce qu'on a regardé, c'était on demandait à la PAC de produire dans un premier temps sur le mois de juin une eau chaude sanitaire à 65 degrés, c'était ça sa consigne. Tu fais du 65 degrés, tu ne t'occupes pas du reste. Et sur la deuxième partie de l'été, on lui a demandé de produire à 50 degrés. Bien évidemment, il y a la chaudière qui intervient derrière pour ramener ça aux températures réglementaires et aux températures de confort. Et ce qu'on a noté, c'est une différence de COP de 1 point, en fait. Donc on a 1 point de COP à peu près pour 15 degrés de différence de génération de température. Donc quand on produit
de l'eau chaude à 65, eh ben, on a un COP de 3. Quand on produit, par contre, on se contente de la produire qu'à 50, sachant qu'il y a la chaudière qui intervient derrière, eh ben, on a un COP de 4. C'est les deux points qu'on regarde, hein. COP et taux de couverture, en fait. Parce que c'est pas parce qu'on a un bon COP qu'on a un bon taux de couverture. Et inversement. Donc il faut vraiment regarder ces deux facteurs-là et essayer de les optimiser tous les deux. On a un troisième exemple où on a pu regarder des choses. Regardez quoi hybrider. Quoi hybrider en fonction de la technologie de pack qu'on a en place. Et là, je vais revenir sur le site de Toulon, où on a ce schéma. Alors là, on va y passer un peu de temps. On a ce schéma-là. Alors Toulon, il ne faut pas se cacher, hein, c'est une affaire qui a été faite pour être instrumentée. Là, il faut se dire les choses. Elle a été faite pour être instrumentée. Voilà son schéma hydraulique. Donc ce qu'on a ici, notre pompe à chaleur, notre chaudière, et 3 départs chauffage. Alors je vous les fais dans l'ordre, je vous les fais de gauche à droite. Le premier départ chauffage, c'est un circuit radiateur. Un circuit radiateur, entre guillemets, conséquent en puissance, il fait 50 kW à peu près. Le deuxième circuit, celui du milieu, c'est un autre circuit radiateur qui, lui, ne fait que 14 kW. Donc c'est la même chose, même caractéristique que le premier, sauf que les puissances ne sont pas du tout les mêmes. Et le troisième, c'est une centrale de traitement d'air qui, elle, va fonctionner à température constante et à haute température. Vous voyez tous ces tuyaux et tous ces jeux de vannes. En fait, tous ces jeux de vannes, ils nous permettent de jouer avec qu'est-ce qu'on hybride. Donc on a joué avec tout ça. Tantôt pour hybrider, ici je crois que ce qui est représenté, c'est l'hybridation totale, qui est en bleu. Donc tantôt on hybride tout. Là, on vient chercher que les deux réseaux de chauffage, là par exemple, cet exemple-là, et on les ramène à la pompe à chaleur. En jouant avec les vannes, on pouvait aussi n'hybrider que le réseau de chauffage numéro 1 et avant sa 23 voies. On pouvait l'hybrider en passant que là-haut et en renvoyant que ça vers la pompe à chaleur et donc hybrider que ce réseau-là. On pouvait donc hybrider un réseau, mono C1 avant 23 voies, le même réseau après 23 voies, ajouter un deuxième réseau, le réseau de chauffage numéro 2, et faire une hybridation totale du circuit en mettant les 3 réseaux en place. Donc ça, c'est une opération où on a joué avec tout ça, on a joué avec les différents réseaux. C'est le caustique qui nous a accompagnés là-dessus pour tout ce qui est mesure de performance. Et on a regardé l'influence de tout ça. Et le réseau qui nous embêtait le plus, entre guillemets, c'était la CTA. La CTA, elle est à haute température. Donc quand on a de la haute température à avoir, on a forcément les générateurs qui produisent à haute température. Donc qu'est-ce qui se passe sur les réseaux radiateurs? Eh bien, on a tous ces 23 voies-là qui recyclent et qui mélangent du retour dans les départs. Parce qu'on est trop haut en température et on ne peut pas partir avec ces températures-là dans le réseau radiateur. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Notre CTA, elle se mettait en route 4 jours par semaine, donc pas le mercredi et pas le week-end, bien sûr, on est sur une école, et de 10h à 15h, en fait. Quand le cuistot arrivait, il mettait en route sa CTA. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on avait les températures qui étaient trop élevées au niveau des départs régulés, et donc il y a eu ce recyclage par les 23 voies des départs régulés pour maintenir leur loi d'eau. Et donc, du coup, on avait plus de débit qui revenait vers la pompe à chaleur, enfin plus de débit, beaucoup moins de débit que d'habitude qui revenait vers la pompe à chaleur. Et donc, la pompe à chaleur, elle s'est mise, le débit de retour, c'est la courbe en orange, et bien, elle s'est mise à chauffer son ballon, tout bêtement. Comme on avait beaucoup moins de retour côté secondaire et toujours le même débit côté primaire, et bien la PAC, elle est venue chauffer, entre guillemets, son ballon d'inertie. Il y a un ballon d'inertie ici. Elle est venue chauffer là. On n'avait plus assez de débit de ce côté-là. Donc de ce côté ici, entre guillemets, on en avait trop. On venait donc chauffer le ballon. Et donc du coup, comme le ballon était chaud, à un moment donné, la PAC, elle se dit, ça y est, j'ai atteint ma consigne. Et donc elle se mettait à l'arrêt. Et donc, quand on passait en hybridation totale, sans modifier les réglages, on avait donc notre PAC qui se mettait à l'arrêt et donc un taux de couverture qui dégringolait, etc., etc. Ce qu'on a réussi à faire, on était sur une installation instrumentée, un maître d'ouvrage qui joue le jeu, etc., des capteurs où on mesurait tout ce qu'on pouvait faire quasiment du jour au lendemain. On avait un exploitant aussi qui intervenait très très rapidement si par hasard il y avait de l'inconfort et tout ça. Le bon compromis qu'on a trouvé, c'est d'aller baisser les températures de CTA. On a baissé les températures de CTA jusqu'à 50 degrés. Et c'est comme ça qu'on a obtenu le meilleur COP et le meilleur taux de couverture. Et aujourd'hui, Toulon fonctionne en hybridation totale, donc avec les 3 réseaux qui sont hybridés. Par contre, on a réussi à baisser les températures de CTA, en accord bien évidemment avec le cuistot. Et c'est comme ça qu'on obtient les taux de couverture de 73% qu'a donné Pierre.
Merci Olivier. Donc on voit que la data est hyper puissante. On peut faire dire et surtout résoudre des problèmes grâce à la data. Bon, c'est un luxe d'instrumenter, c'est pour ça qu'on a 20 projets et on ne va pas aller au-delà de ces 20 projets parce qu'on couvre à peu près tous les bâtiments sur l'ensemble du territoire et dans le neuf et dans la réno. Et donc si on peut revenir sur les 3 enseignements majeurs qu'on a, on en a d'autres, on en a plein d'autres, on les verra tout à l'heure sur quel type de format on les diffuse. Mais les 3 enseignements majeurs de la présentation, c'est une plage de dimensionnement entre 15 et 25% qui est selon nous idéal par rapport aux déperditions pour un taux de couverture d'environ 70%, on était à 73 tout à l'heure. Les performances de la PAC qui sont plus influencées, enfin le COP, par les températures départ primaire que la température extérieure, chose qu'on aurait pu penser l'inverse au départ. Et une PAC qui est beaucoup plus sensible qu'une chaudière sur les débits à son retour et sur les températures à son retour par rapport à un système de chaudière. Et enfin, on voulait finir en ouvrant sur l'accompagnement GRDF sur l'hybridation. On a réalisé de nombreuses études sur l'hybridation, tant sur le dimensionnement en neuf et en existant. Donc ça, c'est disponible sur le site de Cegibat ou dans les vecteurs gaz. Je vous invite à aller visiter ce site. On parle également du potentiel de rafraîchissement sur l'hybride réversible. On a également l'observatoire des coûts dont je vous parlais tout à l'heure, qui est alimenté constamment pour avoir des coûts et des moyennes de coûts actualisés. Schéma hydraulique également, on a créé une schémathèque aussi hydraulique qui est retrouvable dans le vecteur gaz spécial hybridation, où là on présente tous nos schémas qui selon nous fonctionnent en hybride, quand on associe une PAC aérothermique ou géothermique avec une chaudière gaz. Et les premiers retours d'expérience sur lesquels on communique, donc comme tous les projets que vous voyez à l'écran sur la carte de droite, sur lesquels on communique à la fois sur la partie purement résultat, type tonnes de CO2 évité, COP, taux de couverture, mais aussi sur comment on a réglé les problèmes et comment vous pourrez régler les problèmes demain dans vos installations. Et enfin, je finis par l'Académie Cegibat sur la PAC hybride collective qu'on a lancée l'année dernière, qui était une réussite selon nous, avec 190 bureaux d'études qui ont participé, avec une satisfaction globale de 4,6 sur 5 et 100% de recommandations, où là on traite plusieurs thématiques sur l'hybridation collective. Et notamment, on fait des projets de A à Z pour savoir comment dimensionner, quel schéma hydraulique il va falloir mettre sur notre projet, et avec des règles, notamment des règles d'instrumentation qui nous permettent de regarder certains points techniques. Donc, on renouvelle l'expérience pour l'année prochaine. Donc, si certains bureaux d'études sont intéressés, vous pouvez nous rejoindre peut-être sur le site de Cegibat. Donc voilà. Ou vos interlocuteurs en région. Il y en aura 12 réalisés en 2026, il y en a eu 12 en 2025, il y en aura 12 en 2026. Et donc toutes ces actualités-là sont retrouvées sur le site cegibat.grdf.fr et on les met à jour en fonction de tout ce qu'on apprend entre guillemets au fil de l'eau, parce qu'on n'a pas fini d'apprendre des choses de nos instrumentations. Et donc tout ça est mis à jour entre guillemets régulièrement. Je ne sais pas s'il reste du temps pour des questions. Si, il nous reste un peu de temps, ouais. Il y a 5 minutes. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonjour. J'avais une petite question par rapport au le taux de couverture qui était à 73%. Et là, le mode de fonctionnement de pilotage, ça veut dire que la PAC, elle fonctionnait tout le temps et la chaudière était juste en appoint, ou est-ce qu'il y avait des régulations en termes des coûts des énergies ou des choses comme ça? Est-ce que c'était aussi envisagé? Ouais, donc là on était le casque. On était en fonctionnement en base PAC, donc elle ne s'arrêtait jamais parce qu'on voulait décarboner et effacer le maximum d'énergie finale parce qu'on était dans un projet dans le cadre d'un décret tertiaire. Donc on fonctionne la PAC en base, en bivalent alternateur. Oui. Oui, bonjour. Également par rapport au taux de couverture, je vois qu'il y a également une expérimentation dans l'Est de la France. Vous disiez que l'influence des températures extérieures ne variait pas trop, même dans des conditions de calcul de très basse température. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut reporter les schémas que vous avez montrés pendant la présentation également sur des projets et sur l'instrumentation 2012?
Alors, ce qu'on a montré, c'est que, entre guillemets, la température extérieure influait moins que la température de génération. Mais il y a une influence quand même. Donc, si on se met dans des régions, entre guillemets, très froides, eh ben, on va avoir une influence donc, de cette température extérieure, forcément. On va jouer sur les deux tableaux, parce que forcément, on va aussi partir plus haut en température. Donc, on aura la double influence qui va être là. Mais aujourd'hui, il y a des packs qui sont capables de fonctionner à plus haute température, avec des performances, les packs propane, on en a parlé pas plus tard que quelques conférences tout à l'heure, qui permettent de travailler à plus haute température avec des bonnes performances. Ce sera donc pas la même pack, ce sera pas la même puissance, parce qu'on va hybrider, je pense, l'ensemble des réseaux et pas qu'un seul. Ça va dépendre de votre projet. Ce sera pas tout à fait la même installation, mais ça fonctionnera sur le même principe. Ensuite, après, me le disait Pierre, tout va dépendre de l'objectif de votre maître d'ouvrage. Est-ce que la PAC s'effacera à un moment donné ou pas? Ça va dépendre de l'objectif du maître d'ouvrage. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Est-ce que le taux de couverture de la PAC avec des packs effectivement plus puissantes et adaptées resterait à peu près identique? Alors nous, ce qu'on a noté, c'est comme l'a montré Pierre, c'est ce 25% de puissance, 73% de taux de couverture. Tout va dépendre de la puissance que vous allez mettre. Si vous montez à 40%, vous obtiendrez plus, entre guillemets, en termes de taux de couverture, quoi. Mais nous, sur les instrumentations qu'on fait, on a obtenu ce ratio-là. 25%, 73% de taux de couverture. Ouais. Avec les packs, on l'a rappelé tout à l'heure dans l'observatoire des coûts, le kilowatt de pack est 5 fois moins cher que le kilowatt chaudière, quoi. Mais on peut aller chercher un très bon taux de couverture avec une PAC R290 sur un projet donné. Oui, c'est ça. Le R290 ou R32 n'aura pas d'impact sur le taux de couverture et on aura à peu près les mêmes résultats de toute façon, parce qu'on a les matrices de puissance qui sont à peu près pareilles finalement. Je sais pas s'il nous reste si vous avez des questions qui viennent plus tard, on a un stand, bien évidemment, à l'entrée, donc le stand CGBAT. N'hésitez pas à venir nous rendre visite. Merci à vous.